La maladie a un prix, mais ce prix ne se limite pas aux ordonnances, aux analyses ou aux frais d'hospitalisation. Derrière chaque diagnostic, il y a parfois une perte d'emploi, une famille fragilisée, une détresse psychologique et un avenir compromis. On parle rarement de ce coût invisible de la maladie, pourtant il pèse lourd sur les ménages et sur la société. Comment mesurer ce que la maladie nous coûte vraiment et surtout pourquoi la prévention restait notre meilleure arme pour protéger notre santé et notre économie familiale? Pour en parler, nous recevons le docteur Alassane Maïga. Bienvenue dans Face aux Santé, votre rendez-vous pour comprendre, prévenir et agir. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous allons vous demander de vous présenter à nos internautes. Je suis Alassane Maïga, médecin en spécialisation en santé publique. D'accord. Quand on parle du coût de la maladie, on pense souvent aux frais d'hospitalisation ou aux médicaments. Mais qu'entend-on réellement par coût non visible de la maladie? Alors, merci déjà pour cette opportunité de pouvoir encore contribuer à l'éducation des populations en matière de santé. Quand on parle de coût invisible, c'est ce qu'on appelle souvent ce qui ne se fait pas ressentir tout de suite et maintenant. Quand vous êtes malade et que vous partez pour consulter, ce que vous ressentez, c'est les frais que vous payez pour consulter. Ce sont les frais pour faire les examens et les frais pour payer les médicaments ou parfois les frais d'hospitalisation et de soins, que ce soit en interne ou en externe. Mais il y a d'autres coûts qui sont indirects, qui ne se font pas ressentir tout de suite, mais qui après vont avoir un impact considérable sur votre vie et sur la vie de votre famille. C'est ce qu'on appelle le coût indirect ou invisible. Invisible parce qu'on ne voit pas ça tout de suite. Et pourquoi est-il important d'aborder cette dimension souvent ignorée dans nos sociétés? C'est important en effet d'aborder cette dimension parce que les gens ne ressentent pas tout de suite que quand je préviens une maladie, j'économise, je gagne en temps, en productivité. Les gens donc prennent le temps ou bien ne partent pas du tout consulter jusqu'à ce que ça arrive à un niveau critique avant de se rendre à l'hôpital. Et alors les coûts exorbitants liés à la prise en charge ne se ressentent pas tout de suite parce qu'ils se disent « bon, je suis malade, je vais me soigner ». Alors qu'il est plus important qu'on puisse prévenir pour éviter que ces coûts-là aient un impact sur la vie de la famille. On planifie nos mariages, on planifie nos projets de carrière, on planifie tout, mais on ne planifie pas notre santé. Jusqu'au jour où on tombe malade, on se rend à l'hôpital et en ce moment, bonjour, les dégâts financiers. Mais puisque ça sort de la poche, on ne sent pas ça tout de suite. Et pourtant, ça a un impact sur beaucoup d'aspects de notre vie. Mais justement, au-delà des dépenses médicales, quels sont les impacts psychologiques d'une maladie sur un patient? Alors déjà, quand vous êtes malade, vous avez le sentiment de perdre votre estime de vous-même. Vous avez ce sentiment que vous êtes isolé. En tout cas, vous êtes seul dans votre coin, vous êtes le seul à ressentir votre mal. Mais vous avez aussi le sentiment que vous pouvez perdre la vie. Parce que quand on est malade, souvent ça nous rappelle qu'on peut mourir. Et donc tout ce stress-là, ça fait que la maladie nous rappelle à quel point il est important de prévenir. Mais puisque on le dit souvent en Afrique, on dit que conseil ne conseille pas. Ce sont les conséquences qui conseillent, malheureusement. Alors que dans d'autres contrées, les gens privilégient beaucoup plus la prévention parce que quand vous prévenez, vous limitez les dégâts à plusieurs niveaux. Déjà, votre système reste intact. Vous gagnez beaucoup plus en productivité, vous gagnez beaucoup plus en termes d'économie sur justement les aspects de votre vie. Et la maladie peut-elle affecter la stabilité familiale? Si oui, comment? Évidemment, la maladie même peut mettre fin à l'amour entre deux personnes. Imaginez un conjoint qui est diagnostiqué d'un cancer. Je prends par exemple une femme, ça peut être aussi un homme, diagnostiqué d'un cancer. Vous savez que le cancer, quand il est malin, ça veut dire quand c'est une tumeur maligne, on n'arrive pas à guérir. On est amené à prendre des médicaments, à faire du suivi
En tout cas, jusqu'à la fin de sa vie, hein, jusqu'à ce que Dieu décide autrement. Donc, quand vous prenez quelqu'un comme ça, rien que les médicaments, le suivi, les examens, ça vide, ça épuise la poche. Et en ce moment, votre conjoint qui vous supportait, qui vous aimait bien, va commencer à se dire, mais elle commence à peser vraiment sur mes économies. Et à un certain moment, ça peut vraiment éclater totalement la famille, puisque les proches qui contribuent aux soins, qui arrêtent leur travail pour venir vous rendre visite, tout ça, ça va avoir un impact sur eux. Et à un certain moment, vous serez seul. Parce que tout le monde sera fatigué de vous accompagner, surtout quand c'est une maladie chronique qu'on ne peut pas guérir. Vous êtes tout le temps amené à aller pour des soins, pour des examens, pour un suivi. Et tout ça, c'est vos proches qui vont aussi avoir en tout cas un impact sur leur vie. Donc, vraiment, ça peut contribuer à dégrader totalement les liens familiaux et en tout cas les relations souvent sentimentales. Quoi qu'on le dise que c'est fort, mais la maladie peut briser ça. Effectivement. Vous avez tantôt parlé des maladies chroniques. Est-ce que les maladies chroniques ont un coût social plus lourd que celles aiguës? Évidemment, parce que quand on dit c'est chronique, ça veut dire que ça dure dans le temps. Et ce qui dure dans le temps, ça épuise financièrement. Donc forcément, ça va avoir un coût plus que les maladies aiguës. Les maladies aiguës, c'est spontané. On fait ça 2 jours, 3 jours, 1 semaine et c'est fini. Quand vous avez un paludisme, vous avez 3 jours de prise en charge, vous allez prendre les médicaments, c'est fini. Mais quand vous avez une tension, on dit tension, mais c'est l'hypertension artérielle, vous êtes amené à faire des examens et à prendre des médicaments à vie. Donc forcément, ce n'est pas le même coût. Voilà, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de productivité, que ce soit en matière de liens, de relations familiales, les maladies chroniques ont un coût, en tout cas plus important que les maladies aiguës. De façon générale, peut-on dire que la maladie contribue à l'appauvrissement des ménages? Évidemment, selon les données de base de l'Organisation mondiale de la santé pour 2024, près de 25% des revenus des familles, des ménages en Afrique subsaharienne partent dans les dépenses de santé. Vous comprenez déjà l'ampleur. On est parfois dans un cercle vicieux où la maladie conduit à la pauvreté conduit à la maladie. Parce que quand vous êtes malade, vous devez vous soigner. Et les soins vont vous épuiser financièrement, ce qui vous conduit à la pauvreté. Quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas l'argent pour vous soigner. Ça crée un cercle vicieux. Évidemment, donc, la maladie contribue à l'appauvrissement des familles. Parce que jusqu'à présent, l'État fait beaucoup d'efforts parce qu'actuellement, on est dans une dynamique de couverture sanitaire universelle avec l'assurance maladie qui a déjà commencé même. C'est en tout cas un espoir, mais avant ça, ce sont les familles qui gèrent entièrement les dépenses liées aux soins de santé. Vous avez pris l'exemple sur un couple là où la dame souffre d'un cancer. Et quels sont les autres impacts sur les aidants qui accompagnent un malade sur une longue durée? Alors là, c'est ça qui nous permet de nous rendre compte que la maladie a beaucoup plus d'impact invisible que justement ce qu'on voit. Parce que déjà, quand vous êtes malade, vous êtes alité ou hospitalisé, il faut que vous ayez des accompagnants. Des gens qui vont vous aider à vous nourrir, à faire certaines choses. Ces personnes-là doivent laisser leur travail. Donc, ils ne sont plus productifs. Vos liens familiaux, vos relations, vos parents sont amenés à vous rendre visite. Ils vont laisser leur travail, leurs occupations pour venir vous rendre visite. Donc, ça va avoir un impact sur toute la famille, sur toutes vos relations, parce qu'ils sont appelés à vous soutenir. Que ce soit moralement, que ce soit financièrement, ils doivent vous soutenir, ils ne doivent pas vous abandonner. Donc, forcément, ce soutien qu'ils vous apportent a un poids sur leur vie et sur leur productivité. Donc, en réalité, quand on tombe malade, c'est toute la société qui est touchée. C'est pourquoi il est important de tout faire pour prévenir. Justement, peut-on éviter réellement certaines maladies grâce à la prévention? Évidemment, il y a beaucoup de maladies qu'on peut éviter grâce à la prévention ou même au moins influencer si on ne peut pas éviter. Quand vous prenez par exemple des maladies comme la variole, la poliomyélite, la rougeole, ce sont les programmes de vaccination qui font partie de la prévention qui ont permis d'éviter des milliers de morts. Donc évidemment, la prévention, ça aide. Parce que non seulement au niveau de l'État, ça aide, mais au niveau des individus, ça aide. Mais quand vous prenez aussi des maladies comme par exemple l'hypertension artérielle, le diabète, c'est notre mode de vie, notre façon de nous alimenter, nos habitudes, que ce soit alimentaire, que ce soit nos habitudes de travail, c'est tout ça qui crée une surcharge qui contribue à ce que ces maladies se manifestent. Donc, si vous arrivez à bien vous comporter, à avoir une bonne hygiène de vie, toutes ces maladies-là, justement, au moins, si vous avez une partie génétique, parce qu'il y a des maladies qui ont des facteurs génétiques.
Ces maladies qui ont des facteurs génétiques là, quel que soit ce que vous faites, si par exemple ça se transmet de père en fils ou bien de mère en fille, en tout cas de parents en enfants, dans la transmission générationnelle, vous serez touché. Mais vous pouvez retarder l'apparition de la maladie ou bien l'apparition des symptômes ou bien même son évolution vers les complications par votre façon de vivre, par votre mode de vie. Donc c'est pourquoi il est important justement de pouvoir maximiser sur la prévention parce que c'est ça qui va nous permettre de vivre bien et de vivre longtemps. D'accord. Parlant de la prévention, il y a 3 types de prévention. Quelle différence pouvons-nous faire entre ces préventions primaires, secondaires et tertiaires? Alors, c'est simple à comprendre. La prévention primaire, comme son nom l'indique, c'est ça qui vient en premier. Elle vient en amont de la maladie. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ne tombe pas malade. Donc, quand on applique les mesures de prévention dans une communauté, c'est pour réduire l'incidence de la maladie, le nombre de cas de ceux qui sont tombés malades ou bien en tout cas son apparition. Donc, par exemple, par des programmes de communication pour le changement de comportement, les sensibilisations, les programmes de vaccination, ça fait partie de la prévention primaire. Il y a maintenant la prévention secondaire. Lorsque la communication, l'éducation pour la santé, les vaccinations n'ont pas permis d'éviter que la personne tombe malade et qu'elle est quand même malade, il y a la prévention secondaire dont l'objectif vise justement à limiter l'évolution de la maladie vers les complications ou bien à limiter les rechutes et les récidives. Donc ça, c'est la prévention secondaire. Maintenant, quand tout ça là échoue, il y a la prévention tertiaire. La prévention tertiaire va permettre, quand quelqu'un par exemple a le cancer, on lui apporte des soins palliatifs, ça lui permet de l'accompagner. Dans la prévention secondaire, je ne l'ai pas mentionné, il y a par exemple le dépistage. Voilà, et le traitement précoce. Quand par exemple il y a des cancers, quand on apprend, en tout cas on dépiste ça précocement, on arrive à traiter ça plus rapidement que lorsque ça évolue. Mais quand on n'arrive pas à dépister et à traiter précocement et que quand même la maladie évolue, il y a la prévention tertiaire qui va permettre de limiter justement son évolution. Si vous avez par exemple 2 ans ou 3 ans à vivre, la prévention tertiaire va faire en sorte d'agir sur l'évolution pour que ça ralentisse en tout cas la progression de la maladie et son pronostic pour faire en sorte que vous puissiez vivre en tout cas durablement. Donc ce sont les 3 niveaux, mais ce sont des niveaux qui sont interconnectés. Voilà, la prévention primaire, la secondaire et la tertiaire sont interconnectés. Et dans les programmes d'éducation pour la santé, tout s'est mis ensemble. Voilà. Mais est-ce que la prévention coûte plus cher que le traitement? Parce que nous voyons que les gens n'ont pas cette éducation-là. Ils préfèrent se laisser atteindre par la maladie avant d'aller à l'hôpital. Est-ce que la prévention coûte plus cher? Alors, je vous prends juste un exemple. L'exemple que je vais prendre, c'est peut-être, je vais prendre 2 exemples, la maladie rénale et puis l'hypertension artérielle. L'insuffisance rénale, qui est une maladie, quand ça arrive au stade terminal, vraiment a beaucoup d'impact sur la vie parce que les soins coûtent hyper cher, notamment l'hémodialyse. Vous avez la possibilité d'appliquer certaines mesures simples. Ne pas retarder vos urines quand vous avez envie d'uriner, boire suffisamment d'eau pour permettre de faciliter la filtration, éviter l'automédication, certaines tisanes et médicaments traditionnels dont le dosage n'est pas bien maîtrisé. Tout ça, ça joue sur le rein. Si vous arrivez à avoir une bonne hygiène qui vous permet de jouer sur ces paramètres-là, eh bien, vous allez éviter l'insuffisance rénale. Si vous n'arrivez pas à l'éviter, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien, par exemple, d'uriner quand vous avez besoin, de boire assez d'eau, ça ne vous coûte rien. Mais si vous tombez malade et que l'insuffisance rénale arrive à un stade terminal où il n'y a que la dialyse qui peut vous sauver, allez-y, vous demandez le prix d'une dialyse. Si ce n'est pas que maintenant le gouvernement, dans sa dynamique d'amélioration, a fait que les prix ont baissé. Avant, la dialyse pouvait vous prendre tout un salaire. D'un mois, une seule dialyse. Pourtant, il peut arriver à faire 2 dialyses par semaine. Ou 1 par semaine, imaginez-vous quelque chose dont on ne guérit pas d'ailleurs. Vous êtes appelé à faire la dialyse toute votre vie. Et une seule dialyse, ça dépasse parfois un salaire. Donc imaginez, ce n'est pas comparable. Alors que l'autre côté, la prévention, ça ne vous coûte rien. Quand je prends la question de l'hypertension artérielle, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent. Mais si vous arrivez à contrôler votre tension, vous arrivez à pratiquer des activités sportives, vous limitez votre consommation du sel, ainsi de suite, qui sont des facteurs qui entraînent justement cette maladie-là,
Ce n'est pas comparable lorsque vous êtes malade et qu'on vous prescrit un médicament, en tout cas d'hypertension. Les médicaments d'hypertension, je prends par exemple, quand vous êtes hypertendu, il peut y avoir qu'il y ait des troubles ioniques. Donc, quand il y a des troubles ioniques, vous avez par exemple un défaut de potassium. Il y a un médicament qu'on appelle le Kayselate, qui n'est pas parfois à moins de 40 000 francs. Pourtant, même le tensiomètre qu'on prend pour mesurer la tension, ça ne vaut pas 15 000 ou bien 20 000 maximum. Donc, il n'y a qu'un seul médicament pour lutter contre l'hypertension, de choses dont on ne guérit pas d'ailleurs. Vous voyez? Donc, quand on compare un peu même les coûts de ce que la prévention coûte par rapport à ce qu'on injecte dans les soins, il n'y a même pas de comparaison à faire. La prévention, c'est notre arme. Si on rate ça, bon, on doit pouvoir en tout cas faire face aux conséquences. Sans oublier le fait que le système de santé à lui-même coûte énormément au budget de l'État. Les médicaments, les vaccins, les appareils qu'on met à disposition de la population, c'est parce que l'État les subventionne. Si l'État ne subventionne pas, là, ça va être la catastrophe. Donc, le fait même d'adopter une bonne attitude de prévention, en réalité, on contribue au développement du pays parce que ça permet à l'État de réduire considérablement les dépenses liées à la santé et de pouvoir les injecter dans d'autres domaines de développement comme l'agriculture, la sécurité alimentaire ou bien l'éducation et autres. Voilà. Mais est-ce que la prévention, elle est uniquement une responsabilité individuelle? Il faut dire que c'est plutôt un contrat parce que quand vous êtes malade, ce n'est pas le président du FASO qui est malade. Il ne ressent pas la maladie. Ce n'est pas le ministre de la Santé qui est malade. C'est vous, vous êtes malade. Donc, la responsabilité nous incombe individuellement d'abord parce que quand on est malade, c'est d'abord nous. Maintenant, comme nous sommes dans un État et on n'est pas supposé avoir toutes les informations pour prévenir, l'État est chargé maintenant d'accompagner pour qu'on ait accès à l'information sur les maladies, sur les signes, sur les moyens de prévention. Donc, c'est la communication pour le changement de comportement. L'État est appelé aussi à subventionner les vaccins pour que les populations puissent se faire vacciner. Certains médicaments, certains appareils, ça c'est l'accompagnement de l'État et aussi de la société. Parce que quand on dit l'État, c'est qui? C'est nous tous. Mais vous, en tant qu'individu, la responsabilité vous incombe de mettre en œuvre, en pratique, les mesures de prévention pour ne pas tomber malade. Parce qu'une fois que vous tombez malade, la charge, ça se répartit encore chez tout le monde le ressent. Ok, mais docteur, comment intégrer davantage la culture de la prévention dans nos habitudes quotidiennes? Comme je l'ai dit, il faut simplement se dire que quand parfois on prend le cas du casque là, pour la sécurité routière, on dit que nous mettons des incassables à nos téléphones, on les coquille bien, mais notre tête même là, qui permet d'exploiter le téléphone, on ne protège pas la tête. Donc, vous voyez déjà là qu'il y a une question de mentalité. Ce n'est même pas d'abord une question de connaissance, mais une question de mentalité. Vous voyez, on révise nos motos. Chaque semaine, chaque mois, on révise nos motos. Moindre petite panne, ça y est sur le mécano, on révise nos véhicules. On révise tout. Parce qu'on veut que ça soit en bonne forme. Mais notre corps là, mais on ne révise jamais le corps. On marche, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne pense jamais à réviser le corps. Or, pourtant, le corps aussi a besoin de révision. Et la révision du corps, c'est chez le médecin. Le médecin peut vous recevoir même quand vous n'êtes pas malade. Il ne faut pas attendre d'être malade avant d'en savoir plus sur votre état de santé. Parce que lorsque la maladie arrive, il y a des maladies qui sont silencieuses. Vous prenez les hépatites virales, même l'hypertension artérielle, certaines maladies sont silencieuses au début. Et quand ça se déclenche, lorsque vous arrivez à ressentir les symptômes, c'est que c'est arrivé à un niveau grave. Et à partir de ce moment, bon, vous comprenez que vous allez dépenser beaucoup pour pouvoir vous soigner. Et parfois, vous n'allez même pas pouvoir en guérir. Or, pourtant, il suffit simplement de pouvoir aller chez le médecin, faire un bilan de santé. Et dans le bilan de santé, on va vous faire les examens qui vont vous permettre de savoir si vous avez déjà la maladie ou pas. Si vous ne l'avez pas, vous êtes tranquille. Vous vivez tranquillement. Si vous l'avez, on a pu dépister ça tôt et on pourra prendre ça en charge efficacement. Et ça vous permet vraiment de vivre bien et longtemps. Mais vous qui êtes sur le terrain, est-ce que les populations sont suffisamment sensibilisées au bilan de santé régulier? Je n'ai pas vraiment de preuves, d'études ou quoi qui ont été réalisées qui prouvent que les populations étaient suffisamment sensibilisées.
Mais je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis à ce niveau. Il y a non seulement l'État qui contribue beaucoup à travers les services du ministère de la Santé, il y a les organisations de la société civile, il y a le secteur privé. Chacun met du sien pour que les populations aient la bonne information par rapport à l'état de santé. Donc, on peut dire suffisamment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est fait. Il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis pour que les moyens de prévention puissent être vulgarisés. Et que recommandez-vous concrètement aux familles pour limiter ces coûts invisibles? C'est très simple comme on l'a dit. De la même façon que nous révisons nos motos, nos véhicules, de la même façon que nous protégeons nos téléphones et nos ordinateurs, il faut protéger le corps. Il faut aussi réviser le corps. Et la révision du corps, c'est aller chez le médecin, faire un bilan de santé. Le médecin va vous consulter. Il va prescrire un certain nombre d'examens pour voir s'il y a des maladies qui sont déjà là ou pas. S'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de problème, vous êtes tranquille. Vous savez que maintenant, vous allez pouvoir bien vivre. S'il se trouve qu'il y a des maladies, le médecin va vous soigner. Et le plus tôt vous soignez, le mieux c'est. Parce qu'il y a des séquelles qui sont irréversibles. Il y a des maladies qui vous laissent avec une paralysie totale. Comme par exemple l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, peut vous laisser avec des membres qui ne peuvent plus fonctionner. Vous allez rester paralysé, il n'y a que des gens qui peuvent vous conduire. Il y a des maladies qui vont vous laisser aveugle. Certaines maladies de l'œil. Même si on arrive à soigner, les séquelles sont là. Donc, il y a des maladies qui restent des séquelles irréversibles. Le plus tôt vous prenez, le mieux c'est. Donc, ce qu'on conseille aux populations, c'est de prêter attention à notre corps, comme on prête attention à nos moyens de transport, à nos engins, à nos objets. L'objet que j'utilise n'est pas plus précieux que ma personne. Donc, de la même façon qu'on prête attention à ces objets, il faut prêter attention à nous-mêmes, notre propre organisme. En allant chez le médecin, demander un bilan de santé, on vous fait un certain nombre d'examens pour voir votre état de santé. Ça vous permet d'être tranquille. Aussi, c'est de suivre les mesures de prévention que le gouvernement, en tout cas, arrive à vulgariser, les organisations de la société civile. Ce sont des gestes assez simples, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, mais qui demandent juste de la discipline. Quand vous arrivez à discipliner votre vie, vous allez vivre mieux et longtemps. Quand on dit de réduire la consommation du sel, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour vous-même. Quand on dit de consommer modérément le sucre, c'est pour vous-même, de même que l'huile et autres. Donc, ce sont des mesures qui visent à vous garantir une bonne vie, une vie saine, qui vous permettra d'être assez productif et de vous réaliser. Parce qu'in fine, l'objectif de notre vie, notre mission, c'est de nous réaliser. Que je laisse un héritage pour qu'on dise que voici ce à quoi lui aussi sa vie a servi. Mais la maladie parfois écoute nos ambitions, la maladie écoute nos rêves. Donc il ne faudrait pas qu'on permette cela parce que notre pays a besoin de nous, la société a besoin de nous pour qu'on puisse construire. Et nos parents même qui ont investi à nous n'ont pas intérêt à ce que l'enfant parte tôt. C'est pourquoi on doit de plus en plus prêter attention à notre état de santé. Donc ce que je souhaite qu'on réparte avec par rapport à ça, c'est qu'à partir de maintenant, chacun mette dans ses habitudes de faire un bilan de santé au moins 2 fois par an. Quand on dit bilan de santé, ce n'est pas quelque chose qui est lourd. Une consultation, voilà. Après la consultation, on va vous prescrire un certain nombre d'examens. Dites au médecin, je peux faire ça, mais je ne peux pas faire ça d'abord. Donc, vous faites ça à votre rythme, progressivement. Ça vous permet d'avoir l'état exact de votre santé. Et ça vous permet d'éviter les maladies. Ça coûte 100 fois moins cher que l'investissement que vous allez mettre dans une maladie pour vous soigner, sans être sûr que vous serez guéri. Et sans compter même l'impact qu'il y a sur votre famille, parce que la famille va mettre la main dans la poche, ils vont vous assister, ainsi de suite. Donc pour éviter tout ça, c'est de veiller sur notre corps comme on veille sur nos téléphones, nos ordinateurs, nos motos et nos voitures. Et nous allons voir que le résultat sera positif. Nous vivrons mieux et plus longtemps. Nous retenons donc que la maladie ne coûte pas seulement de l'argent, elle peut coûter du temps, de la stabilité, de la sérénité, parfois même des opportunités de vie. La prévention n'est pas un luxe, c'est un investissement. Un simple geste aujourd'hui, un dépistage, une consultation précoce, une bonne hygiène de vie peut éviter des dépenses lourdes et des souffrances demain. Merci, Dr Maïga, d'être venu nous éclairer sur le sujet. Merci à vous.
Et à vous, chers internautes, rappelons-nous, prendre soin de sa santé, c'est aussi protéger sa famille et son avenir. C'était Face aux Santé. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.